Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Club Média 7. Ce qui fait l'actualité de cette semaine, c'est bel et bien la révision de la Constitution. Le projet en est déjà soumis à l'attention des honorables députés à l'Assemblée nationale. C'est l'essentiel de l'actualité de cette semaine que nous allons écumer avec Evelyne Quenom. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Mesmer, bonsoir. Vous êtes directrice de publication du quotidien Kinikini et en même temps présidente du GRADEP. GRADEP, c'est quoi le GRADEP? Le groupe de réflexion et d'action pour le développement de la presse. C'est-à-dire quoi? On en parlera tout à l'heure. Tout à l'heure. Vous allez nous dire un peu ce que vous faites. Bonsoir. Oui, et puis sûr. En face de Evelyne Quenom, William James Bagidi. Bonsoir William. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef d'Eden TV. Eden TV, une chaîne de télévision privée basée à Glodjigbe dans la commune de Abomey-Calavi. Merci William James Bagidi. Tout de suite, nous allons suivre la revue de presse. Le compte à rebours est enclenché en ce qui concerne la révision de la loi fondamentale du 11 décembre 1990. Cela a été une promesse électorale, que dis-je, contenue dans le projet de société du candidat Patrice Talon, aujourd'hui président de la République. En tout cas, depuis ce mercredi, à la faveur du Conseil des ministres, on annonce, comme le titre à la Nation, que le projet de loi est prêt pour le Parlement. Le quotidien de service public évoque aussi la nécessité de clarifier la procédure. Enfin, le projet de révision transmis à l'Assemblée nationale lance fraternité. Le même quotidien nous dit que le débat est lancé au sein de la classe politique et nous fait part des nouveautés contenues dans le projet de révision. Le nouveau texte consacre le mandat unique sur le quotidien de Ménotin, un texte qui rend aussi inéligible aux fonctions de président tout ancien président de la République, exception faite aux intérimaires. L'événement précis donne aussi la même information et ajoute que le projet de révision est validé et en route vers le palais des gouverneurs. Le préambule du texte poursuit le quotidien n'a fait objet d'aucun amendement et par voie de conséquence n'entraîne l'établissement d'une nouvelle république. Le Progrès qualifie pour sa part cette révision d'ambitieuse et structurelle. Déjà, l'intégralité du projet de loi portant révision de la Constitution se trouve dans les parutions de ce vendredi des quotidiens La Nation, L'Autre Quotidien et Fraternité. Fraternité qui informe sur la demande d'une session extraordinaire pour l'étude en procédure d'urgence du texte de loi. Une urgence que refuse Rosine Soglo selon le confrère de la matinée. La doyenne d'âge des parlementaires dénonce une révision à la va-vite. Elle estime que rien ne presse. Et l'événement précis, comme pour rassurer les compatriotes, nous dit que la Constitution de 1990 est maintenue et précise aussi que 43 articles sont modifiés sur les 160 que compte le texte de loi. Valentin Dienotin, l'élu FCBE, à la une de Notre Voix, aurait souhaité que les députés aillent consulter leur base avant tout examen du texte. Pendant que le débat semble pris sur la question de la révision de la Constitution, Fraternité nous annonce blanc sur rouge que le PVI démarre le 1er avril prochain. Un PVI nouvelle génération qui ne serait pas exécuté dans son état initial, informe le quotidien de Ménotin. Le programme de vérification des importations nouvelle génération va reprendre de plus belle, martèle l'événement précis, puis relayé par la Nation. La Nation qui nous fait part d'une nouvelle relance, celle du programme des microcrédits aux plus pauvres, nouvelle génération aussi. 1 milliard de francs CFA serait mis à la disposition du Fonds national de la microfinance pour la première tranche de ce programme, en attendant que d'autres systèmes financiers décentralisés ne régularisent leur situation vis-à-vis de l'État, selon le quotidien du service public. Entre-temps, L'Autre Quotidien a suivi pour nous la rencontre entre le président Talon et les centrales syndicales et parlant de cette rencontre, l'événement précis indique que la CSTB de Paul Essaïko n'a pas demandé d'audience, contrairement à ses autres collègues. Il n'a pas été donc invité, mentionne le meilleur, à la table de discussion. Paul Essaïko a préféré prendre d'assaut l'esplanade de l'Assemblée nationale, lui et son collègue Laurent Métagnon de la FECENTRA Finance, pour dénoncer la proposition de loi portant un régime général d'emploi des collaborateurs extérieurs de l'État, selon L'Autre Quotidien. À la CAF, le vent de la rupture est passé par là avec l'élection du Malgache Ahmad à la tête de la Confédération africaine de football, nous informe Le Progrès. Pour le meilleur, c'est un déclin pour Issa Hayatou. Le confrère de la matinée parle plutôt de séisme à la CAF, un séisme qui met fin à 29 ans de gestion du patriarche Issa Hayatou. Mesdames et messieurs, Issa Hayatou est parti, mais nous sommes encore là et bienvenue au club.
Merci à vous, William Toki. Evelyne Kedom, lorsqu'on parle de la révision de la Constitution, bien des Béninois y voient de prime, de prime abord, on y voit la révision, en fait, le mandat unique. Or, c'est bien des nouveautés, cette révision. Pouvez-vous nous rappeler un peu, de façon sommaire, le contenu des nouveautés du nouveau plan? Oui, il faut dire que lorsque le projet de loi portant révision de la Constitution a été transmis à l'Assemblée nationale, nous avons tous donc eu l'occasion de parcourir le document qui comporte quelques innovations. La première, comme vous l'avez si bien souligné, c'est l'alignement de la durée des mandats présidentiels, celui des députés et celui des conseillers communaux et municipaux. Désormais, au regard des propositions donc, qui sont faites dans ce projet de loi, le chef de l'État aura un mandat de 6 ans. Mais attention, ce mandat n'est pas rétroactif. Il ne rétroagit donc pas sur le mandat du président qui est en cours. Le mandat du chef de l'État en cours est de 5 ans. C'est sur la base des 5 ans que le président Patrice Talon est élu. Il va faire les 5 ans. La loi ne rétroagissant donc pas, les 6 ans ne vont pas agir sur le mandat qui est en cours actuellement. Donc, les 6 ans commencent à partir de 2021. Le projet de loi propose également que le mandat des députés soit porté à 6 ans et que le mandat des conseillers communaux et municipaux soit porté également à 6 ans. Qu'est-ce que le gouvernement nous dit? Le gouvernement nous dit que l'objectif premier, c'est d'abord de soulager les finances publiques parce que l'organisation des élections de façon éparse coûte cher donc au trésor public. Il est dit également qu'il est souhaitable qu'il y ait un décalage de 2 ans dans l'organisation des élections pour donc toujours faire souffler un peu les finances publiques, mais également faire en sorte que ce ne soient pas les mêmes forces politiques qui s'accaparent du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et qui soient encore ancrés au niveau donc de nos collectivités locales. Autre innovation, si vous le permettez, là je vais survoler très rapidement, il y a le Parlement. Au niveau du Parlement, par exemple, il est dit que dans l'article 80, nouveau donc, transmis à l'Assemblée, que seules les listes ayant recueilli un minimum de 10% donc des suffrages exprimés au niveau national seront admises à l'attribution des sièges. Ça veut dire quoi? Les petits partis politiques vont donc progressivement disparaître avec le temps et seules les grandes formations politiques vont pouvoir s'asseoir. Oui. Le Conseil économique et social sera supprimé. Oui, la haute autorité de l'audiovisuel, le nombre de conseillers va être réduit. Voilà. Le nombre de conseillers à la Cour constitutionnelle sera porté de 7 donc à 9 membres. Voilà. L'objectif, c'est de renforcer l'institution constitutionnelle. Et il est dit que les 9 membres seront élus par des avocats, des magistrats, des professeurs de droit, un certain nombre de catégories de juristes de haut rang. Voilà. Donc je peux déjà m'en arrêter là. De façon résumée, c'est une quarantaine d'articles qui sont touchés. Voilà. Oui, bien sûr. 43 articles. 43, mais il y a des articles dont plusieurs alinéas donc, sont touchés. Sont touchés, voilà. Donc, veuillez nous dire un peu, William Diès-Bouagdi, les nouveautés qui vous retiennent l'attention. Naturellement, il s'agit d'abord et avant tout du mandat unique. Voilà. Le mandat du président de la République qui passe donc de 5 ans à 6 ans, mais qui n'est plus renouvelable. Et donc, le prochain président de la République, si cette constitution est adoptée par les députés ou par voie référendaire, en tout cas les chemins sont connus, le prochain président de la République fera un mandat de 6 ans non renouvelable. Et il est dit en plus que un mandat unique, quel en est l'intérêt? L'intérêt, certainement, pour ce que voit le chef de l'État, c'est que celui qui est au pouvoir, il a tellement bien expliqué pendant sa campagne électorale, celui qui est au pouvoir et qui sait qu'il n'a que ce mandat unique ne cherche pas à plaire excessivement au peuple en préparant sa réélection. Et à partir du moment où il ne cherche pas à préparer sa réélection, il s'engage dans des réformes politiques de manière à ce que le pays puisse se porter mieux, à ce que le pays puisse se développer. C'est l'idée sur laquelle le président Talon... C'est une pratique des anciennes démocraties, une pratique qui a fait quand même ses preuves ailleurs, aux États-Unis, pendant longtemps. Oui, ils ont pratiqué le mandat unique. Oui, le mandat unique est pratiqué dans bien des pays, mais il y a également ceux qui, au contraire du président Talon, pensent que le mandat unique est également risqué dans la mesure où il peut y avoir des présidents qui, sachant qu'ils n'ont pas
besoin de renouveler ils n'ont plus rien à perdre. N'auront pas le sentiment d'avoir quelque chose à perdre et pourraient donc se comporter en président de manière à faire souffrir les finances publiques. Donc ces deux risques-là ont été évalués certainement par le chef de l'État, par le gouvernement, qui a estimé qu'il y a plus de chances pour un chef d'État qui est nouvellement élu de se porter vers le développement de son pays à travers, s'il est bénéficiaire d'un mandat unique, plutôt que de commencer à se jeter sur les finances publiques. L'autre chose importante également, c'est la prorogation du mandat du moins la modification du mandat des députés qui passe de 4 à 6 ans, qui est vraiment un véritable... en fait, je pense que dans cet alignement de tous les mandats sur une durée de 6 ans, ceux qui en bénéficient le plus, ceux qui en tireraient le mieux profit, ce sont les députés de la prochaine législature. Ceux qui sont là aujourd'hui et qui ont fait 4 ans bénéficieront de 6 ans à partir de la prochaine législature. C'est une aubaine. Ils vont pouvoir siéger au Parlement pendant 6 ans, ce n'est pas donné, c'est très important. Ce que ça leur rapporte en termes de prestige, en termes de ressources également, il faut le reconnaître, c'est beaucoup de choses et les députés pourront en tirer bénéfice. Il y a un élément important concernant les députés qui a également attiré mon attention, notamment les députés titulaires. C'est qu'un député titulaire qui est nommé à une fonction, quelle qu'elle soit, quand il a cessé d'exercer la fonction en question, peut revenir demander la restitution de son mandat parlementaire. Et ça, c'est une innovation particulière dans le projet de révision. Et puis, nous sommes journalistes. Notre instance de régulation, au niveau de notre instance de régulation, les choses vont être revues. De 9 conseillers, on passe à 5 conseillers, dont 3 seront désignés donc, directement par les professionnels des médias que nous sommes. Voilà. Et le président de la HAC sera un professionnel des médias. Voilà, élu par les membres de l'institution, et cela a pour objectif sans doute de permettre aux professionnels des médias qui n'ont que très rarement eu l'occasion de diriger cette haute institution d'être à la baguette, d'être à la manette pour l'accompagnement de la presse et non pour une répression comme on a pu le voir par le passé. Quel en est l'intérêt? L'intérêt aussi, c'est de faire en sorte que les professionnels des médias ne soient pas à la merci à travers donc, la HAC des pouvoirs politiques, parce que nous avons soupçonné à plusieurs reprises déjà, lors d'un certain nombre d'événements, la main politique derrière la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Peut-être que l'avènement à la tête de l'institution d'un professionnel des médias pourrait quelque peu atténuer les choses et renforcer donc l'indépendance de l'institution et par conséquent influer positivement sur le fonctionnement des médias. Pour ma part, je ne suis pas tout à fait convaincu que la présence d'un professionnel des médias à la tête de l'institution soit vraiment le moyen le plus important pour lutter contre la politisation ou les décisions quelque peu inappropriées qui peuvent être prises. Les non-professionnels qui sont à la tête de l'institution ne sont pas toujours favorables. Non, ce n'est même pas ça. C'est pas là la question. Ce n'est même pas là la question. Pour moi, ce sont des hommes. Tout est question d'hommes. Tout individu a une capacité de résistance. Si celui qui est président de la haute autorité de la communication n'accepte pas que des injonctions politiques lui soient données, qu'il soit... Non, qu'il soit... faut-il s'y connaître. Oui, le fait de s'y connaître n'est pas suffisant. Être des médias. Oui, ça c'est surtout pour l'accompagnement. C'est surtout pour l'accompagnement. Mais si la question politique se mêle, que l'on soit professionnel des médias, que l'on soit d'une autre obédience, on agira forcément un peu contre les intérêts des médias, que l'on soit d'un bord ou d'un autre. Ce que moi je pense, c'est surtout dans le système de l'accompagnement, notamment l'aide à la presse, qu'il faut que ce soit des professionnels qui soient, je dirais même, quasiment tous membres que la HAC. Cette modification qui est en cours, on aurait peut-être espéré que ça aille encore plus loin, qu'il y ait 7 membres par exemple, dont 5 sont des professionnels des médias, c'est-à-dire que quand on est 3 et qu'il y a 2 autres qui sont désignés par d'autres institutions, ce n'est pas encore pour moi une majorité écrasante. Cette majorité doit être écrasante pour ce qui concerne la presse, afin que l'aide à la presse puisse véritablement être pensée par les véritables professionnels des médias. Voilà. Mais au niveau de la Cour constitutionnelle, les choses vont évoluer. De 7, on passe à 9 membres, dont 2 désignés par des magistrats, 2 désignés par des avocats, 2 désignés par des professeurs d'université, des professeurs de droit et des professeurs de sciences et politiques, et 3 désignés par l'Assemblée nationale et le président de la République, ou le gouvernement si vous voulez. Quelle en est l'importance?
L'important, c'est que la Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction donc, en matière constitutionnelle. C'est cette institution, en fait, qui, au regard de la Constitution, garantit le respect des normes constitutionnelles. C'est elle, par exemple, qui proclame les résultats de l'élection présidentielle. C'est elle qui connaît des recours, des contestations liées donc à l'élection, à une élection présidentielle dans notre pays. Et donc, c'est une institution phare sur laquelle repose l'équilibre même de notre système démocratique. Et donc, la renforcer, à mon sens, revient tout simplement à lui conférer davantage, à l'installer davantage dans ces fortes prérogatives-là et à lui donner donc la capacité et le pouvoir d'accomplir sereinement et efficacement son rôle républicain. Voilà. Au niveau de la Haute Cour de justice, on sait que la Haute Cour de justice a tout le temps été décriée. Voilà, elle ne sera plus permanente. Voilà, justement. Elle va une institution ad hoc. C'est une institution Et comment ça peut ad hoc. se faire? C'est-à-dire, je n'ai pas compris, on a dit que ça va siéger du moins, seulement en cas de poursuite de dirigeants. Mais comment ça va se faire? Non, mais est-ce qu'il y aura un président Non, l'institution existera, mais ne siégera pas, à mon sens, de façon permanente. Ces membres seront désignés, mais seront donc des membres qui ne se réuniront pour connaître d'un tel ou tel dossier que lorsque le besoin sera ressenti. Nous décrions tous cette institution dans sa façon de fonctionner. Nous ne la voyons pas. Combien de ministres épinglés dans telle ou telle affaire ont été déférés devant l'institution et jugés de vous à moi depuis 1990? Combien? Alain Diop. Justement parce que la procédure, justement, pour y arriver, elle est longue et elle est entravée d'embûches parce qu'il faut arriver à réunir une majorité écrasante, je ne sais pas, les 4/5 des membres de l'Assemblée nationale, une majorité que l'on n'arrive jamais à réunir au sein de notre Parlement. Même lorsque le chef de l'État saisit le Parlement au fin de lever l'immunité pour tel ou tel député devenu ministre, ne serait-ce que pour que dans le cadre de l'instruction d'une affaire, de l'enquête, on ne puisse l'interroger. Vous voyez tout ce qui se passe au Parlement avec les intrigues politiciennes. On empêche même de lever l'immunité parlementaire rien que pour faire entendre l'intéressé. Mais c'est une entrave grave à la justice dans notre pays. Et cela ne saurait durer tout le temps. Ce n'est pas normal. Parlons justement de la justice. La nouvelle constitution pense à son indépendance. Et justement, le président de la Cour suprême ne sera plus nommé par le président de la République. Il était vraiment temps, parce que les institutions que nous venons de citer, la Cour constitutionnelle, la Haute Cour de justice, la Cour suprême, il était vraiment temps que leurs responsables ne soient plus désignés par le chef de l'État ou que la main invisible du chef de l'État participe à la désignation de ceux-là. Je pense que la meilleure réforme au sein de cette révision constitutionnelle, de ce projet de révision constitutionnelle, c'est bien celle qui touche la Cour constitutionnelle, parce que désormais, on est certain d'avoir affaire à des magistrats, des juristes de très haut rang pour siéger au sein de l'institution, et au-delà même de cela, il y a une permanence de fonctionnement qui sera là, parce que la Cour va se renouveler au tiers tous les 3 ans pour mandat. En même temps, le président de la Cour sera le président du Conseil supérieur de la magistrature. Oui, bien sûr. Ce qui n'était pas le cas, puisque c'était le chef d'État qui était le président du Conseil supérieur de la magistrature. Cela va dans le sens de l'indépendance de la justice que le président Talon a prôné pendant toute sa campagne électorale, et ça fait partie des promesses qui sont tenues, et pour ça, il faut saluer. Maintenant, pour en revenir rapidement à la Haute Cour de justice, je pense que la Cour ne va pas hésiter et ne va pas hésiter en permanence. C'est quand une affaire aura été porté devant les députés que la procédure sera mise en œuvre pour la désignation des membres de cette cour-là, pour que ces personnes connaissent enfin de l'affaire et puissent régler du mieux possible, en respectant bien entendu au départ la présomption d'innocence, et bien sûr si l'intéressé, le concerné, est reconnu coupable, qu'il puisse être condamné, que les
ceux qui ont détourné le denier public n'apparaissent plus au Bénin comme étant intouchables, comme étant vraiment dans l'impunité et dans l'immunité totale. Evelyne Colom, en Oui. parlant de révision de la Constitution, a-t-on réécrit la Constitution de 1990? Ben, le préambule n'est pas touché. Le préambule de la Constitution de 1990 n'est pas touché. Cela veut dire que nous À n'allons pas vers une partir- nouvelle république. Ben, justement, nous n'allons pas vers une nouvelle république. Mais nous allons, à coup sûr, vers une nouvelle constitution, puisque un certain nombre de bases fondamentales de l'ancienne constitution sont revues. Ben, cela dit, il est dit de façon insistante que la voie par laquelle la Constitution doit être révisée doit être la voie On va en parler, parlementaire. on va en parler plus On tard. va en parler tout à l'heure. Justement, je voudrais quand même savoir par rapport à cette nouvelle Constitution, est-ce qu'elle remet en cause les acquis de février 1990? Les acquis de la conférence? Ah non, Tout à fait. À mon sens, non. Non. Les acquis de la conférence nationale de 1990, c'était d'abord la liberté, le retour à la liberté à la liberté d'opinion, multipartisme, d'expression, le multipartisme que nous avons voulu. Cela n'est pas du tout remis en cause dans cette nouvelle mouture de la révision de la Constitution. Il y a la démocratie que nous avons également exigée, qui est bien entendu plutôt renforcée dans cette nouvelle mouture de la Constitution, si elle est bien sûr votée par les députés. Et il y a une chose que vous demandiez, allons-nous vers une nouvelle république? Le projet, en tout cas, le préambule n'a pas été touché comme le disait Evelyne, mais il y a également l'article 2 du décret de transmission à l'Assemblée nationale qui précise bien sûr qu'on n'est pas dans une nouvelle république. Au-delà de tout cela, il se peut quand même que des juristes d'un certain niveau analysent le contenu et disent que par rapport à la Constitution précédente, donc celle du 11 décembre 90, et la nouvelle qui serait celle de je ne sais quelle date à laquelle elle sera votée, ce ne sera certainement pas en mars, comme l'a suggéré ou comme l'a souhaité le gouvernement. Quelles que soient les circonstances, je ne suis pas certain qu'en observant les deux, que l'on puisse se dire que c'est la même république, même si au-delà, juridiquement, on ne sera pas dans une nouvelle république. Alors, vous avez parcouru le projet de constitution révisé. Quelles sont ses chances d'être révisé tout à fait par l'Assemblée nationale? Ces chances, je dirais d'abord que l'on ne saurait décréter la révision, puisque les chances d'aboutir du projet dépendent du Parlement. Ces chances dépendent du Parlement dans la mesure où c'est au Parlement que la Constitution du 11 décembre 1990 confère donc ces prérogatives-là. Donc, les chances, je ne dirais pas Le test est-il clair et transparent? Le test est transparent, mais il n'est pas dit que le Parlement est tenu de le voter en l'état. En l'état, tout à Les fait. députés Et peuvent apporter des Que amendements. doivent-ils faire justement? Que doivent faire les députés? Ils doivent étudier le test, réfléchir et y apporter des amendements William Dias Boyé? qu'ils jugent nécessaires. Quand vous posez la question de savoir si le projet de révision a des chances d'être vraiment voté, Oui. moi je répondrais que nous sommes dans une république où, comme le disait le professeur Tokpanou sur DNTV récemment, nous avons un peu ce qu'on appelle la constitutionnite. C'est-à-dire que dès le départ, on a C'est une voté. maladie? C'est une forme de maladie qui consiste à vouloir réviser la Constitution à tout moment. Maintenant, il y a une deuxième maladie que moi je peux appeler la constitutionistrose, parce que nous sommes en même temps dans la volonté politique de réviser la Constitution et dans une réticence permanente de l'ensemble de la société civile et de la classe politique contre cette révision de la Constitution. Chaque fois qu'il y a le moindre projet, la moindre idée de révision de la Constitution, on cherche tout de suite à voir où se trouve la bête noire, où est-ce que le chef de l'État a placé les articles qui vont le favoriser, lui permettre de devenir multimilliardaire, lui permettre de devenir impunissable ad vitam aeternam. Nous cherchons toujours la petite bête, et dans ce projet de révision déjà, vous avez déjà entendu, il y a une forte polémique qui s'est déjà levée pour dénoncer tel article, pour dénoncer tel autre article, et le fameux consensus national que la Cour constitutionnelle a exigé en 2006 pour
que la révision puisse être actée, qu'elle a exigé encore plusieurs fois, à l'occasion d'autres décisions, ce fameux consensus national commence déjà à être remis en cause, puisque le débat donne l'impression, je dis, qu'on ne s'entend pas sur le contenu de cette constitution et on ne s'est pas entendu sur le contenu avant que le texte ne soit transmis à l'Assemblée nationale. Mesmer Adisso, sur cet aspect-là, si vous permettez, je dirais qu'avant d'opiner sur l'élément consensus national, au regard de la décision DCC 06-074 du 8 juillet 2006 de la Cour constitutionnelle, avant d'opiner là-dessus, je voudrais que vous me permettiez de dire deux choses que j'ai relevées, donc, des éléments de conteste et de justification donc, de ce projet de loi que le gouvernement a envoyé à l'Assemblée nationale. Ce document dit que la commission Djogbenou, donc, qui a travaillé donc, sur le document, a sollicité les forces politiques et sociales représentatives du pays qui ont opiné sur le document avant sa transmission au chef de l'État. À mon sens, c'est déjà une démarche qui s'inscrit dans la recherche du consensus autour du document. Il y a un deuxième élément que je voudrais faire ressortir et que je tiens toujours des éléments de conteste et de justification, donc transmis au Parlement par le gouvernement. Ce document dit que le chef de l'État a engagé avec les personnalités, les partis politiques, les groupes ou alliances politiques représentés ou non à l'Assemblée, les représentants des confessions religieuses, ainsi que des organisations de la société civile, donc des discussions sur le projet de loi portant révision de la Constitution. Ce sont des éléments qui font partie, bien sûr, du consensus. Mais le consensus, au regard de la décision de 2006, de l'adhésion de la Cour constitutionnelle, mais il y a un certain nombre de termes que cette décision utilise, des termes terre à terre, c'est dans du français courant que, si vous permettez, je vais partager avec les téléspectateurs. Oui, il est dit, on ne va pas s'éterniser sur le consensus. Non, pas du tout. Mais il est dit que la Constitution porte sur une situation constitutionnellement établie et que c'est le résultat du consensus national consacré en son préambule qui réaffirme, entre autres, l'opposition fondamentale du peuple béninois à la confiscation du pouvoir. Et quelque part plus loin, la Constitution dit que même si la Constitution a prévu en elle-même les modalités de sa propre révision, la détermination du peuple béninois à créer un État de droit et de démocratie pluraliste, la sauvegarde de la sécurité juridique et la cohésion donc nationale commande que toute révision tienne compte des idéaux qui ont présidé à l'adoption de la Constitution du 11 décembre 1990, notamment le consensus national, principe à valeur constitutionnelle. Mais dès lors que le chef de l'État s'est déjà engagé dans une démarche de recherche de consensus, dès lors que la commission Djogbenou s'est déjà engagée dans une recherche de consensus, il appartient aux organisations de la société civile, aux partis politiques et aux députés représentés à l'Assemblée nationale, donc d'attacher cette corde-là, la nouvelle corde donc de recherche du consensus à celle-là déjà enclenchée par la commission Djogbenou et par le chef de l'État. Donc, il n'y a pas, à mon sens, absence totale de consensus. Ça va être recherché sur la ligne. Il n'y a pas absence totale de consensus. Essayons d'évoluer. Certains journaux de la place... Juste un petit mot pour dire que le texte que le gouvernement vient de transmettre à l'Assemblée n'est pas exactement celui que lui a proposé la commission de Djogbenou. Il y a quelques autres apports qui font que la recherche de consensus initiée par la commission de Djogbenou peut ne pas être recevable du point de vue des députés ou bien du point de vue de la Cour constitutionnelle si lui était demandé de vérifier cette question. Oui, William dit certains journaux de la place estiment que le sort de la révision de la Constitution est entre les mains des députés. Cela pose le problème de la procédure. Quelle doit être la procédure pour la révision de la Constitution? Alors, la procédure, elle est très connue, c'est les articles 154 et 155 de la Constitution actuelle. L'interprétation pose problème. Qui prévoit, je pense que quand on est d'un côté ou de l'autre, comme je viens de le dire, cette maladie, cette forme de maladie que nous avons qui consiste à vouloir toujours nous opposer à la révision de la Constitution, peut expliquer que certains disent ou essayent d'interpréter à leur façon la façon qui s'oppose à Allez-y, dites-nous comment ça doit se faire. Alors, pour moi, et c'est très simple, une fois
que le test a été introduit au Parlement. Les recherches, les discussions vont se mener autour de ce test, les amendements et tout ce que l'on veut. Et si le test, le vote obtient, si le test obtient au cours du vote les 4/5e, la Constitution est votée, elle est actée, on n'aura même plus besoin de référendum. Mais si c'est en dessous des 4/5e, mais supérieur aux 3/4, on va devoir recourir au référendum. Ça veut dire qu'il n'y a pas de consultation directe, comme le dit quelqu'un qu'on a entendu ce matin. Je voudrais dire que lorsque vous parcourez la décision DCC 06-074 du 8 juillet 2006 à laquelle je faisais référence tout à l'heure, quand vous la parcourez, vous vous rendez compte que l'une des raisons pour lesquelles la Cour constitutionnelle d'alors avait rejeté donc la modification de l'article 80 de la Constitution par les députés, c'est le fait d'être directement allé au 4/5e. La Cour constitutionnelle, dans cette décision-là, a bien dit, signifié clairement que la révision se fait en 2 phases. La première phase, au terme des dispositions de l'article 54 de la Constitution, est celle, 154, merci de me le rappeler, c'est celle de la prise en considération même du projet ou de la proposition de révision de la Constitution. Ça veut dire quoi? Si on escamote, dans la décision, il est justement dit que la représentation nationale a escamoté la phase de prise en considération donc, du projet. Ça veut dire quoi? Quand le projet est transmis à l'Assemblée, la toute première chose que les députés ont à faire, même si elles ne veulent pas encore voter, c'est de dire si oui ou non ils acceptent de prendre le projet en considération. Et c'est là qu'intervient le vote des 3/4 à la majorité des 3/4 des députés à l'Assemblée nationale. En 2006, les députés n'étaient pas passés par cette phase. Ils sont directement allés voter au 4/5e et ils ont voté l'article 80. Et c'est ce que la Cour a reproché. Un kidam, qui plus est, et votre professeur, dit ceci, dit que le chef de l'État doit recourir, doit consulter forcément les populations. En quoi est-ce qu'il aurait tort? Non, je ne dirais pas que quelqu'un aurait tort ou que quelqu'un aurait raison. Moi, je lis et je me fonde sur cette décision-là. Et jusqu'à nouvel ordre, il n'y a pas encore de revirement jurisprudentiel à notre connaissance. Et donc, nous nous attachons à cette source de droit-là, qu'est cette décision-là de la Cour qui est claire et qui dit qu'il y a 2 phases. La phase de prise en considération du projet et aussi la phase donc d'approbation du projet. C'est dit dans la décision que je suis en train de citer. Il est clair donc que, première chose, à l'Assemblée nationale, les députés votent d'abord aux 3/4 la prise en considération du projet de loi. Deuxième démarche, au terme des dispositions de l'article 155 de la Constitution, donc, ils votent maintenant l'approbation au 4/5e. Si, à cette deuxième étape, nous n'avons pas l'approbation au 4/5e des députés, alors automatiquement la voie référendaire est ouverte. Ça veut dire que quoi? Même les députés même ne prennent pas l'initiative de la voie référendaire. Le président de la République non plus ne saurait prendre l'initiative de la voie référendaire. Si le chef de l'État le fait, il aura violé la Constitution. Un député en la personne de Djanotin dit qu'il ira consulter sa base d'abord. L'honorable. Oui, peut-être qu'il aura des amendements à faire. La démarche est tout à fait louable. Il est déjà là, le peuple l'a déjà élu. Pourquoi est-ce qu'il va consulter le chef? On ne sait jamais. Non, on ne sait jamais. Vous savez, c'est vrai que le peuple exerce sa souveraineté à travers, par ses représentants élus et par voie de référendum. Et ça, c'est l'article 4 de la Constitution. C'est le référendum. Le peuple exerce... Il n'a pas organisé un référendum spécial. Bon, le fait de consulter la base est une forme de référendum. D'accord. William James, il me semble qu'il y a une précision à faire quant à la question de la prise en considération du projet ou de la proposition de révision de la Constitution. Quand le projet est envoyé à l'Assemblée nationale par le gouvernement ou la proposition est introduite par un député ou un groupe de députés, la prise en considération consiste à accepter que l'on va statuer sur la révision de la Constitution et le nombre de voix nécessaires est des 3/4 au minimum. Ils peuvent même arriver à approuver que, du moins à accepter la prise en considération au-delà des 4/5e, ils peuvent le faire au 100%, ça ne pose aucun problème. Mais ensuite, il faut passer à la révision elle-même de la Constitution
selon le test qui a été proposé. Et c'est justement, comme le dit Evelyne, que les députés en 2006 ont omis la première étape qui a consisté à reconnaître, à dire nous sommes en train de vouloir réviser la Constitution. Ils ne l'ont pas dit explicitement. Ils ont voté la révision de la Constitution comme si ça était d'une loi ordinaire et c'est ça qui a été Merci William. Vous allez nous permettre d'évoluer. On va évoluer parce que quand même Club Média 7, c'est l'actualité nationale et internationale. Alors on va parler de la rencontre des syndicats avec le chef de l'État. Le chef de l'État a rencontré, enfin les syndicats ont eu l'heure d'avoir été reçus en audience par le chef de l'État au menu des échanges, les libertés et la situation des travailleurs. C'est vrai, le chef de l'État a pris des engagements en leur faveur. Mais est-ce qu'il était nécessaire qu'ils aillent rencontrer le chef de l'État? Est-ce que la situation des travailleurs est en danger? Je fais allusion à la situation des travailleurs de la Sodeco, la Sonapra, Coteb, du moins Coteb, Sonapra, ONASA, ex-OCBN. Mais vous savez, est-ce que leur situation était en danger? Leur situation n'était pas en danger, mais à ce que je sache, il ne faut pas attendre d'être dans des situations, dans des périodes de crise avant d'ouvrir le dialogue social. Le dialogue social doit être permanent. Et je pense que les travailleurs, ces travailleurs-là, ces confédérations et centrales syndicales ont bien fait de demander, parce que l'initiative de la rencontre a émané donc de ces organisations syndicales-là. Elles ont bien fait de demander à rencontrer le chef de l'État, qui lui-même, de son côté, a bien fait d'avoir accepté spontanément de les recevoir. Et donc, attendre peut-être que les crises ou les situations de mécontentement s'aggravent et dégénèrent avant de les recevoir ne serait pas une bonne chose. Et là, justement, sur ce, moi, personnellement, je souhaiterais, par exemple, que périodiquement, il y ait ces rencontres-là, parce que cela relève de la pacification du climat social. Ça fait partie des conclusions de cette rencontre. William, nous avons connu par le passé des rencontres avec le chef de l'État qui n'avaient jamais abouti à rien, plutôt abouti à des promesses qui n'ont jamais été tenues et des promesses souvent dithyrambiques. Cette fois-ci, le chef de l'État a fait des promesses et il a intérêt surtout à faire la différence vis-à-vis de celui qui l'a précédé en particulier, pour dire les choses très clairement, pour que les promesses qu'il a eu à faire soient des promesses tenues. Et ce que les syndicalistes sont venus revendiquer devant lui, donc sont venus exposer devant lui, c'est pratiquement la même chose que un autre groupe de syndicalistes est allé revendiquer le même jour, pratiquement à la même heure à Porto Novo, devant les députés, c'est-à-dire la sauvegarde des emplois des Béninois. Et comme vous posez la question, l'emploi était-il en danger dans les entreprises que vous avez citées ou dans la fonction publique en général? Oui. C'est vrai, ces entreprises sont en liquidation, mais il y aura des repreneurs. Oui, il y aura des repreneurs, mais vous savez très bien que même quand il y a des repreneurs, les repreneurs ont besoin d'un personnel restreint pour gérer un certain nombre de choses. Il y aura des gens qui seront... Lorsque vous êtes qualifié, on a toujours besoin de vous. Bon, tout à fait, on a besoin de gens. Et vous savez très bien que les États africains ont eu pour défaut de recruter parfois en pléthore du personnel. Et quand une entreprise publique passe dans le giron privé, le privé fait des coupes sombres parce qu'il a besoin d'avoir un personnel plus qualifié et moins pléthorique. Merci. Autre sujet, PVI, nouvelle génération de retour. Est-ce à dire que les recettes douanières vont s'en trouver améliorées? Evelyne Colombe. Bien sûr que oui, puisque c'est ce qu'espère, ce que vise le gouvernement à travers donc cette décision intervenue en Conseil des ministres mercredi dernier. Le PVI sera de retour à partir du 1er avril 2017. On ne peut que saluer la décision. Vous savez pourquoi nous pensons qu'il faut saluer la décision? Parce que justement, à l'avènement du PVI en 2011, en août 2011, le régime passé avait soutenu et avait vendu les avantages du PVI. Tous les avantages que les finances publiques pouvaient en tirer, tout ce que cela comportait de positif, avait été largement vendu via les médias. Donc, et puis, subitement, un matin, du 15 février 2012, si j'ai bonne mémoire, un quotidien de la place balance l'information selon laquelle le PVI sera remis en cause et ça n'a pas raté le lendemain. Donc, le 16 février, en Conseil des ministres, la décision a été prise donc de démanteler le PVI. Et moi, ce qui de ma position de journaliste, m'avait intrigué dans le temps, c'est que les arguments qui avaient été utilisés
à l'issue de ce conseil des ministres-là, pour démonter le PVI, Les mêmes étaient personnes. exactement... Les mêmes personnes qui Justement. sont allées sur le terrain sensibilisées pour le PVI Oui. l'ont démonté. L'ont démonté et puis vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris chaque argument. Chaque argument a l'avantage donc du PVI et ils ont pris exactement le contre-pied pour nous démontrer que le PVI était subitement devenu Je mauvais. crois que- Moi, j'étais restée très dubitative et je crois que la suite nous a donné raison avec des histoires politiques dites de tentatives. Lorsqu'on est sérieux, de on tel ne ou se tel. contredit pas. Oui, oui, et on a compris qu'en réalité, ce revirement spectaculaire était beaucoup plus mu par des raisons d'ordre politique qui nous avaient été cachées. Et donc le PVI, et puis il y a des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, qui ont expérimenté le PVI et qui en ont tiré de grands bénéfices pour leur nation. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas au Bénin? On va souhaiter simplement que l'équité préside à la restauration donc, du PVI et que les finances publiques puissent, Vous voulez dire un mot? puissent être réellement renflouées. Oui. Je crois que Evelyne aura finalement tout dit parce que justement dans cette question de PVI, on a vu le projet venir nous promettre le meilleur et puis on nous a dit que c'est le pire de tout et puis on l'a démantelé. Aujourd'hui, quand il est remis en selle, il y a forcément des choses qui, quand on nous présentait les côtés pervers du PVI, il y a certainement des choses qui étaient peut-être moins inventées que ce qu'on ne veut bien croire. Donc, s'il y a des choses qui ne se sont pas bien passées par le passé, que ces choses-là puissent être essorées, apurées, afin que le nouveau PVI de nouvelle génération, dit-on, soit vraiment bénéfique pour les populations. Ce qui est déjà heureux, c'est que, contrairement à ce qui s'est passé en 2011, à l'avènement du PVI, le marché, l'inflation n'a pas eu lieu cette fois-ci. Voilà, autre point important, un hôpital de référence va bientôt connaître le jour à Calavi. Et qu'est-ce que cela veut dire? C'est Au une revoir bonne les chose. évacuations sanitaires. C'est une bonne chose parce que dans les pays qui veulent se prendre en charge, on ne peut manquer du minimum. Et le droit à la santé, une fois encore, est un droit constitutionnel. Un droit constitutionnel conféré par l'article 8 de la Constitution du 11 décembre 1990. Et l'État a l'obligation de garantir et d'assurer le droit à la santé donc à ses citoyens. On ne peut que saluer cette décision puis et lorsque souhaiter. vous connaissez le coût et des souhaiter- évacuations sanitaires, Oui, lorsque le vous coût- connaissez l'ambition le de coût tel est hôpital, prohibitif. lequel va recevoir des médecins de l'extérieur pour nous venir en appui, lorsque vous connaissez tout cela, je crois que vous devez saluer donc, Oui, mais l'idée de faudrait-il- cet hôpital. Oui, il est très important que cet hôpital soit construit dans les plus brefs délais, mais Dans les en plus- construisant cet hôpital, c'est également un challenge que le gouvernement est en train de mettre en place. Il faut des voies d'accès. Et ces voies d'accès, pour le moment, ne sont pas encore totalement en place. Les projets qui ont été annoncés dans le programme d'action du gouvernement sont des projets intéressants en ce sens-là, en tout cas. Relance des microfinances. Il faut du personnel qualifié, j'allais le dire, la santé. Tout à fait. La santé, Mais on va faire faut- venir il faut des du médecins personnel. de l'extérieur. Pourquoi Nous ne avons pas beaucoup former de des professeurs. médecins béninois? Nous avons beaucoup de professeurs au Bénin. Nous avons Le des problème, professeurs- c'est le plateau technique. Oui, c'est ça. Si c'est le personnel, le Bénin en dispose Nous avons de des très grande nous qualité. avons de grands médecins. Nous avons des professeurs titulaires. Oui, bien Nous avons sûr. des professeurs agrégés. Bien Nous avons sûr. des médecins qualifiés. Il y en a qui Il y a sont plus de en médecins France. béninois en Ils France font le bonheur de la qu'au Bénin. France et tout, Alors, et tout. Il faut Voilà. qu'on les fasse venir au Bénin. Voilà. Un mot sur le retour des microcrédits. Ben, c'est une bonne chose. D'aucuns se demandent pourquoi est-ce qu'on a tout remis à plat avant 11 mois après donc de remettre donc ce produit sur la scène. Quelque part, nous souhaitons que avec ce retour des microcrédits, qu'il y ait des innovations, que l'octroi des microcrédits, que le système soit revu comme c'est d'ailleurs annoncé, et que également l'on puisse veiller à ce qu'il n'y ait pas du copinage dans l'octroi des fonds. Pas de copinage, il faut que les critères soient vraiment des critères justes et équitables. Et il faudrait également que nos chères mamans bénéficiaires, donc, qui vont bénéficier de ces microcrédits-là, puissent faire l'effort de rembourser, puisque ce sont les frais remboursés qui permettront donc d'assurer de la pérennité, même la du système. pérennité donc, du projet. C'est une très bonne chose. Si ça peut vraiment être fait de façon juste et équitable, sans copinage, sans les jeux de couloir et tout, ça va être tellement beau, ça va être... Merci, ça va être beau, tout merci à vous, simplement. Evelyne Quenom. On ne pourra pas évoquer l'actualité internationale, même si François Fillon, malgré
ces problèmes, malgré ces déboires, a reçu le maximum de signatures, même si l'articulation qu'on pourra faire entre les attaques terroristes et l'élection présidentielle peut favoriser éventuellement Marine Le Pen, même si Emmanuel Macron se voit en avance dans les sondages, on ne pourra pas évoquer l'actualité internationale. Merci à vous, William. Vous voulez dire que le temps est fini? Oui, je vais recevoir Jocelyne Aladaye, on va parler du média. Simplement, quand même, sur cette actualité internationale, dire que c'est une surprise, mais il y a de fortes chances que Macron, Emmanuel, soit le prochain président de la France. Nous avions une question en suspens. Les sondages le donnent gagnant. Nous avions une question en suspens. Vous me demandiez tout au début les objectifs de façon générale du GRADEP. Travailler tout simplement à l'amélioration des conditions d'exercice de notre métier et œuvrer à l'avènement d'une presse véritablement au service du développement. Merci donc à vous, Evelyne Kenom. Merci Evelyne Kenom, directrice de publication du quotidien Kini Kini et le lion qui rugit. président du GRADEP. Bien sûr. Mais on n'a pas été informé de la création donc, de ce groupe. Faites-nous aussi, il faut qu'on en parle avec vous. Vous voulez adhérer? Ça dépend, il faut qu'on connaisse comment vous allez fonctionner. Tout à fait. Mais nous sommes ouverts. William Nous James sommes Bagidi, ouverts. Oui, c'est rédacteur moi. en chef de Eden TV. Tout à fait. Merci d'être venu sur ce plateau. Tout Eden TV vous remercie pour cette occasion que vous nous donnez de venir opiner sur l'actualité nationale et internationale. Merci à vous. Jocelyne Aladaye ne doit pas être contente. Madame Dayon. On a grignoté dans son temps. Oui. Elle a 7 minutes. Ben là, vous en avez pris au moins 2. Nous allons quand même aborder le médiateur de la presse. Jocelyne Aladaye, Dayon. Jocelyne Aladaye, Dayon, bonsoir. Bonsoir, M. Alisso. Bonsoir à tous. Oui, est-ce que le médiateur de la presse peut nous faire le point des plaintes contre la presse? Bien évidemment, ça fait quelques semaines que nous n'avons pas été faire le point et la collecte d'informations du côté de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Eh bien, c'est fait cette semaine, et puis nous avons deux cas bien avérés de plaintes pour diffamation contre citoyens. D'abord, c'est un premier cas qui concerne le journal Le Télégramme, dans sa parution numéro 3059 du 3 février 2017, qui a publié un article qui est intitulé « Je vais livrer in extenso ce qui a été écrit dans cette parution ». Je cite donc « Pour insubordination à l'autorité du ministre du Travail et de la fonction publique, le secrétaire général du ministère, Florentin Nangbe, limogé, Norbert Canrounon le remplace ». Fin de citation. Alors vous allez me dire a priori dans cette titraille, qu'est-ce qu'il y a comme faute? Qu'est-ce qu'il y a comme matière à diffamation? Bien évidemment, il y a matière à diffamation, à contestation. Autrement, le plaignant ne se serait pas tenu obligé d'envoyer cette plainte à la commission de la HAC. Mais la question est de savoir s'il y a une fausse information déjà. Fausse information, non, puisque l'information du limogeage proprement dite est affairée. Nous avons un remplaçant qui existe, un nom qui est publié. Donc l'information, elle est juste et exacte. Par contre, là où le bas blesse, c'est le motif du limogeage, commenté par le journal, parce qu'il dit que le motif, c'est insubordination à l'autorité du ministre, ce que refute bien évidemment M. Nangbe. Donc de ce côté, il reviendra à la commission de la HAC de pouvoir situer les responsabilités. Oui. Et aux dernières nouvelles, si vous le permettez, M. Nangbe, qui a insisté pour avoir des preuves irréfutables, a demandé au DP du Télégramme de fournir des preuves, ce qu'il n'a pas pu faire. Oui, et à vous entendre, on s'aperçoit qu'il y a une affaire de limogeage, du moins qui est avérée, mais qu'il y a eu aussi diffamation du fait. Il y a eu un titre ronflant. Il y a eu du sensationnel. Alors, comment apprécier la diffamation dans ce cas? Bien, évidemment, nous savons qu'en journalisme, et je ne vous l'apprends pas, qu'il faut dissocier le commentaire des faits. Et ça, c'est l'article 8 de notre code de déontologie qui le stipule, bien exactement en disant que le journaliste est libre de prendre position sur n'importe quelle question, mais il a l'obligation de dissocier le commentaire des faits. S'il ne peut pas vérifier la justesse de l'information, alors il doit essayer de faire l'équilibre ou s'abstenir simplement quand il sait que ce n'est pas très avéré et qu'il y a quelques doutes. Donc la titraille ici doit véhiculer une information juste, avérée,
et éviter que nous entrions dans ces titres sensationnels comme le dénonce l'article 11 de notre code de déontologie. Il ne faut pas faire du sensationnel, il faut qu'il y ait une commune mesure avec un contenu qui est annoncé. Oui, un autre journal a fait l'objet de plaintes dans la semaine. Ce mois, j'allais dire. Bien évidemment, un autre journal qu'on appelle InfoSur. Normalement, quand ce journal affiche un titre, tout devrait être sûr. Mais notre journal n'a pas fait de l'information sûre. Il a été tiré à boulet rouge sur une infirmière dans la commune, dans un centre de santé de Redo à Gonquet, au niveau de Soava. Et il dit ceci, bien évidemment, il titre ceci. Hein. C'est quand même assez ahurissant. Mauvais traitement, affligé, alors que affligé déjà c'est infligé qu'il faut dire, à la maternité, et le silence coupable et meurtrier de cette infirmière qu'il juge d'être soignante, qui maltraite les femmes enceintes sur la table d'accouchement. Là, c'est des faits qui sont peut-être avérés et des commentaires qui prêtent à confusion. Cela n'est pas très élégant de la part du journaliste. Jocelyne, on est tenté de croire qu'il y a des journaux qui n'ont pas d'existence légale, mais qui sont là, qui opèrent, qui colportent de fausses nouvelles. Comment expliquer cette situation ? Ben c'est parce que, bien évidemment, il y a des choses qui se laissent faire et confidence pour confidence, la haute autorité de l'audiovisuel doit prendre ses responsabilités. Va prendre ses responsabilités et va mettre un peu le grappin sur les resquilleurs, les hors-la-loi de notre profession. Votre mot de la fin ? Notre mot de la fin, donc essayons d'agir avec toute légalité. On se fait connaître quand on ouvre un journal, ce n'est pas les deux qui sont passés sur votre plateau qui vont me démentir. Il faut avoir une existence légale, un numéro IFU, se faire connaître des associations professionnelles, de l'institution de régulation et bien évidemment observer la noblesse de notre profession. Jocelyne, merci d'être passée sur ce plateau. Rendez-vous dimanche prochain à 18h. Merci, chers amis téléspectateurs. Ce sera tout pour Club Média 7 de ce dimanche. Rendez-vous donc la semaine prochaine. Entre-temps, vous pouvez en suivre la rediffusion demain après 23h30. Portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.